Bonjour à tous, c'est Mehdi. Aujourd'hui, dans 2 minutes chez mon psy, nous allons voir comment se remettre d'une rupture en 10 étapes. Alors, pourquoi vouloir parler de la rupture amoureuse? C'est un motif de consultation déjà qui est très fréquent chez l'adolescent et chez l'adulte et qui peut engendrer beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Donc c'est vrai que c'était important pour moi de vous présenter des outils thérapie validés par la science qui va vous aider à traverser cette période avec le plus d'apaisement possible, je l'espère. Il faut savoir qu'une rupture, ça peut être pour certaines personnes aussi fort en termes de douleur qu'un deuil, et que c'est intéressant pour vous peut-être de savoir où vous en êtes des phases du deuil, puisque la recherche identifie 5 phases par lesquelles on peut passer. Donc on n'est pas obligé de passer tous par ces phases, ou pas exactement forcément dans le même ordre, ou de manière plus ou moins rapide, mais donc on va identifier ces 5 phases, ça sera intéressant pour vous de savoir où vous en êtes. La première phase, ça peut être une phase du déni. Donc le déni, c'est tout simplement le fait de nier que l'événement a eu lieu, que la rupture a eu lieu, ou alors on va faire comme si de rien n'était. La phase numéro 2, ça va être la phase qu'on va appeler le marchandage ou la négociation. En fait, on va chercher soit des moyens de compenser la rupture ou le manque de la personne, soit on va chercher à négocier justement avec la personne en question en disant mais voilà, je vais changer ceci ou je vais devenir plus cela ou on pourrait changer ceci ou cela pour reprendre la relation. Et donc, ça s'appelle la négociation. La troisième phase, c'est la phase de la colère, puisque donc une fois que la rupture est actée, on va du coup pouvoir passer par cette phase où on va générer beaucoup de rage, soit envers l'événement ou aussi envers la personne qui nous fait subir ça. La quatrième phase, c'est la phase donc, de la tristesse ou de la dépression. Comme le nom l'indique, on va ressentir beaucoup de tristesse et donc c'est vraiment ce moment où on va intégrer émotionnellement l'événement en fait qui est en train de se dérouler. Et enfin, il y a une phase qu'on appellera l'acceptation, où on va finalement accepter l'événement en question et on va plus ou moins le digérer. Et en tout cas, c'est une phase où on va commencer petit à petit à se reconstruire et à se projeter vers l'avenir et notamment, pourquoi pas, vers une prochaine relation. Donc c'est important de savoir un peu où vous en êtes de ces phases, parce que ça vous permettra de bien identifier où vous en êtes par rapport aux étapes que je vais vous proposer, ça peut être intéressant. On voit maintenant les 10 étapes. Alors l'étape numéro 1, elle va pouvoir vous paraître assez simpliste, mais accueillez votre émotion. Si vous êtes triste, si vous êtes en colère, mais il va falloir vraiment exprimer cette émotion, alors de la manière la plus saine possible, mais par exemple si vous êtes triste, ben, n'hésitez pas, et que vous avez envie de pleurer, ben, n'hésitez pas à pleurer. Si vous n'aimez pas pleurer devant les gens, ben, essayez de vous isoler, si vous êtes au travail par exemple, et de pleurer 5, 10 ou 15 minutes. Vraiment c'est quelque chose qui va vous soulager un petit peu juste après, vous le savez bien que ça soulage une fois que les émotions sortent. Et si c'est de la colère, essayez de vous défouler, pas sur quelqu'un, mais sur quelque chose, ou d'aller courir, je sais pas, mais en tout cas de laisser s'exprimer cette rage ou cette tristesse, cette émotion, si elle est présente. Il est aussi hyper important de développer ce que j'appelle l'autocompassion. L'autocompassion, c'est quoi? C'est le fait d'être soi-même son meilleur ami. On n'aura pas toujours notre meilleur ami ou notre meilleur compagnon à nos côtés. Et donc, il faut pouvoir être son meilleur ami en se disant des phrases du type je vois que ce que tu vis c'est difficile et vraiment je peux comprendre que c'est difficile. Ça a l'air peut-être stupide ou bizarre là peut-être d'entendre ça, mais vous allez voir qu'en vous répétant ce genre de phrases, vous allez être beaucoup plus apaisé quand vous allez ressentir ces émotions très douloureuses. Surtout quand c'est la toute première phase qui suit la rupture, ça va être hyper important. Voilà, ça sera toujours plus utile que de cogiter ou de focaliser sur vos ruminations. Soyez compatissant envers vous-même. Étape numéro 2, on pourrait l'appeler ça sert à rien de souffrir inutilement ou encore trouver des solutions à très court terme pour se soulager. Je m'explique. Quand on vit une rupture, il est possible qu'on ait une perte de sommeil, une perte d'envie et de plaisir pour les choses qu'on avait avant, une perte d'appétit. Voilà, donc tout ça, ça va contribuer à aggraver les pensées et les émotions douloureuses. Donc essayez autant que possible déjà de continuer à vous alimenter correctement, à essayer de trouver un bon rythme de sommeil, de faire des activités physiques.
Si ça va pas, vous avez des petits complexes en pharmacie qui peuvent aider parfois, comme par exemple des complexes de plantes pour calmer l'anxiété, ou de la mélatonine à 1 mg tous les jours avant de se coucher, ça peut vraiment aider à l'endormissement. Et puis après, vous laissez dans le sommeil. Donc tout ça, c'est des remèdes naturels. N'hésitez pas à y avoir recours parce que ça marche super bien. Et si ça ne marche pas ou si c'est pas assez puissant, ça sert à rien de souffrir inutilement. Donc allez voir votre médecin généraliste ou allez voir votre psychiatre si vous avez un psychiatre qu'il vous prescrive, mais pourquoi pas des médicaments comme des somnifères ou des anxiolytiques. Alors je sais que c'est des médicaments qui sont très diabolisés parce qu'effectivement ils peuvent provoquer de la dépendance, mais ça c'est si on les utilise de manière prolongée et de manière inadaptée. Mais de manière très ponctuelle et de manière intelligente, c'est vraiment des choses qui vont pouvoir améliorer votre qualité de vie à très court terme. Donc pendant les premières journées, premières semaines de la rupture, si vous avez perte de sommeil, perte d'appétit, des moments d'angoisse, etc., ça peut quand même être utile de vous soulager à court terme. Et ensuite, on essaiera de chercher ensemble, avec les étapes suivantes, des solutions pour s'apaiser au niveau émotionnel avec des outils plutôt basés sur la psychothérapie. Pendant cette étape numéro 2, je vais vous demander d'éviter en tout cas autant que possible de consommer de l'alcool et du cannabis qui eux vont provoquer une dépendance à court, moyen et long terme et qui va avoir des conséquences assez désastreuses sur votre santé mentale et physique. Donc bien sûr faites vos choix, vous êtes libre de vos choix, mais faites quand même très attention parce que quand on va mal, quand on consomme ce genre de substances, surtout quand on va mal, ça a tendance plutôt à aggraver la situation. Donc prenez soin de vous et faites attention. Voilà pour l'étape numéro 2. Alors l'étape numéro 3, ça va être de vous entourer de bonnes personnes. Pendant les premières périodes de la rupture où on souffre beaucoup, il y a vraiment des gens qui peuvent nous aider à avancer, puis d'autres qui vont vraiment faire reculer la situation. Donc entourez-vous de gens compatissants. En étape numéro 1, on a parlé d'avoir de la compassion envers soi-même. Donc c'est pareil, il va falloir vous entourer de personnes qui ont de la compassion. Donc des gens qui vont vous dire, bah, je comprends que ce que tu vis c'est difficile, courage, allez on continue. Plutôt que des gens qui vont minimiser votre peine en disant par exemple oh un perdu disent de retrouver, oh mais c'est pas grave, oh mais tu sais les ruptures ça arrive à tout le monde. Les gens qui vont banaliser un peu votre souffrance, ça va aggraver votre situation. Et à l'inverse aussi, les gens qui vont maximiser votre douleur, c'est-à-dire les gens qui vont avec vous alimenter toutes vos ruminations, vos cogitations en essayant de comprendre avec vous, de discuter, de critiquer l'autre. Et tout ça, ça va aggraver aussi vos cogitations et vos ruminations. Donc entourez-vous de personnes plutôt bienveillantes, compatissantes, qui vont être là pour partager des activités avec vous, les activités qui vous plaisent. Et puis choisissez aussi des personnes qui vous inspirent, qui vous boostent, que vous prenez un petit peu comme modèle. Ça va vraiment aussi vous aider à avancer de manière beaucoup plus positive. Donc le contact social, quand on est en souffrance, c'est hyper important. Quand on va mal, on sous-estime l'effet que peut avoir le contact social. Vous allez voir que quand vous n'allez pas bien, il va falloir s'exposer, il va falloir se forcer un petit peu à aller voir des gens qu'on aime, des amis, et vous allez évaluer la situation après coup, et vous allez voir que finalement, après la rencontre avec ces personnes, ça va quand même un petit peu mieux que ce que c'était avant. Donc n'hésitez pas. Alors l'étape numéro 4, elle va vous paraître peut-être un petit peu cliché de série américaine, puisque il s'agit en fait de se faire plaisir, de se consoler avec du plaisir. Donc souvent on a un peu cette image de quand un héros ou une héroïne dans une série se fait larguer, eh bien on voit le gros pot de glace, puis la personne qui mange comme ça, par exemple. Ben, c'est un petit peu l'idée là de cette étape numéro 4. Déjà si vous êtes en souffrance, vous allez être dans le manque, vous allez être dans l'incompréhension, donc il va falloir vous donner du plaisir. Donc n'hésitez pas à planifier et mettre en place des petites choses qui vous font plaisir, manger dans votre resto préféré, vous prévoir peut-être de vous faire masser, d'aller faire une balade dans un endroit que vous aimez beaucoup, de voir les personnes que vous aimez, enfin voilà, d'aller faire du shopping. Donc il ne s'agit pas de dépenser tout et n'importe comment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais de planifier des choses qui vont vous apporter du plaisir. Et vous allez voir que c'est quand même hyper important. Voilà, et d'avoir du plaisir, ça va vous montrer que vous pouvez avoir un tout petit plaisir, ça sera une maigre consolation, mais que c'est possible d'avoir du plaisir même sans la personne qui vous manque.
Alors nous voici à l'étape numéro 5 et peut-être que depuis tout à l'heure vous vous demandez mais pourquoi il ne nous parle pas de la relation qu'on doit avoir avec l'autre personne, pourquoi on ne nous parle pas de l'autre personne. C'est un petit peu volontaire parce que je pense qu'une rupture, ça doit être vraiment l'occasion de se recentrer un peu sur soi et donc de chercher aussi des processus et des solutions en soi-même pour avancer dans la vie. Donc là on va parler un petit peu de comment se comporter avec son ex ou avec l'autre qui nous manque. Euh, Tout d'abord, chacun est différent. Il y a des personnes qui auront besoin d'une rupture dégressive ou de voir la personne voilà, de moins en moins souvent, puis d'autres personnes qui auront besoin d'une rupture franche et nette. Donc ça dépend vraiment de chacun, ça c'est vous faites comme vous pouvez, mais il faut savoir que quand même, au plus vous allez être exposé à la personne, vous allez la revoir, etc., au plus ça va quand même alimenter et que le travail, ça va alimenter pardon, les pensées et les émotions douloureuses, et du coup le travail de deuil sera peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Si vous décidez de maintenir le contact avec cette personne, essayez vraiment d'être dans un rapport qui soit bienveillant, rempli d'amour, de gentillesse justement. Si par contre vous continuez à entretenir des échanges d'appels, de SMS ou des échanges, on va dire, réels, qui sont teintés, qui sont ancrés dans le reproche, la tristesse, la colère, ben, ça va alimenter votre souffrance et ça va rien arranger, ça va retarder votre guérison. Donc vraiment, essayez voilà, de ne pas trop vous exposer à cette personne. Et autre chose qui peut être utile, bah, c'est dans votre maison, dès que vous vous en sentirez capable, ou dans votre appartement, vous prenez une boîte et puis petit à petit vous allez ranger un petit peu tout ce qui peut vous rappeler votre ex, puisque il faut savoir que chaque objet, chaque chose va déclencher, va être comme un stimulus déclencheur de perturbation mentale, de souffrance. Et donc, vous n'avez pas besoin de ça en plus, parce que vous allez déjà avoir des moments difficiles. Donc, au plus vous allez limiter les moments où vous allez avoir des déclencheurs, et au plus ce sera mieux pour vous. Avant de parler de l'étape numéro 6, c'est important pour moi quand même de faire un petit aparté, puisque si au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, vous avez toujours beaucoup de pensées douloureuses, de souffrances, que vous n'avez toujours pas de sommeil, que vous avez du mal à dormir, etc., que vous n'avez plus de plaisir pour les choses qui vous faisaient plaisir auparavant, il est probable que vous passiez par une phase dépressive. Donc ça va être hyper important à prendre en charge, puisqu'on sait que, ça c'est la science qui le montre aussi, un épisode dépressif non pris en charge va déjà s'aggraver avec le temps, mais en plus, il y a plus de chances de représenter une dépression dans l'avenir. Donc c'est hyper important de consulter votre médecin généraliste s'il est formé, ou bien un psychiatre ou un psychologue, en tout cas qui en équipe vont vous proposer plusieurs solutions pour la dépression. Donc, il faut savoir que la dépression, il y a 2 moyens scientifiquement reconnus pour permettre de faire baisser les symptômes de la dépression. La TCC, donc c'est la thérapie cognitive comportementale. Donc allez sur un site qui s'appelle AFTCC, Association française des thérapeutes cognitifs comportementaux, qui vont vous donner une liste des thérapeutes formés dans votre région et vers lesquels vous pourrez vous tourner. Déjà ça c'est hyper important. La deuxième solution, c'est les antidépresseurs. Alors une fois de plus, c'est pareil, ce médicament fait peur à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Alors les antidépresseurs, il faut savoir que ça ne provoque aucune dépendance, je le répète, aucune dépendance. C'est un traitement qu'il faut prendre sur le long cours, donc c'est vrai que c'est un petit peu contraignant pour avoir des améliorations, mais ce n'est pas un médicament qui est censé vous rendre apathique. Au contraire, c'est un médicament qui est censé vous redonner de l'apaisement et du plaisir dans les activités dans lesquelles vous n'aviez plus de plaisir auparavant. Et petit à petit, vous allez voir votre humeur remonter et donc la dépression s'estomper. Et il est démontré que le couplage des deux, antidépresseurs et TCC, ça peut être vraiment une combinaison hyper efficace pour la dépression. Donc n'hésitez pas à avoir recours à ces solutions. Et enfin, si il peut arriver que vous ayez des pensées très noires, suicidaires, que vous n'en pouvez plus et que vous êtes seul ou pas très entouré. N'hésitez pas à consulter les urgences de votre secteur géographique à l'hôpital et vous serez examiné par un interne en psychiatrie ou par un psychiatre qui évaluera votre situation et qui essaiera de trouver avec vous les meilleures options possibles en termes aussi de traitement ou de psychothérapie. Donc voilà, avant l'étape numéro 6, c'était important pour moi de vous parler un petit peu de la dépression.
Alors, étape numéro 6, on va rentrer un peu plus dans les outils de psychothérapie, bien que ce qu'on a dit avant, ça en faisait partie aussi. Donc voilà, maintenant vous avez un peu pris soin de vous, vous êtes bien entouré. Quand ça va mal, vous avez des outils pour vous permettre de passer les caps difficiles. Et donc l'étape numéro 6, ça va être ce que j'appelle la rationalisation, c'est-à-dire on va un petit peu remettre de l'ordre dans vos pensées et dans vos idées. Ça peut être quand même hyper important. Donc premièrement, chose à retenir dans cette étape, c'est vous avez déjà surmonté des ruptures et des problèmes, certainement, et donc il n'y a aucune raison pour que cette fois-ci vous n'y arrivez pas. Donc ça, il faut se le remettre en tête, ça peut sembler un peu idiot, mais souvent on l'oublie quand on est dans la souffrance. Donc si c'est votre première rupture, mais c'est pareil, vous avez peut-être présenté d'autres types de problèmes qui vous ont fait souffrir et que finalement vous avez pu dépasser. Et donc ça, c'est quand même une première pensée qui peut être aidante et rassurante. Et cette pensée, elle peut nous amener à une autre pensée qui est finalement ce qui m'est arrivé de difficile, ça m'a rendu plus fort parce que vous l'avez surmonté. Donc le fait de l'avoir surmonté, forcément, nécessairement, ça vous a rendu peut-être plus courageux, plus tenace, plus fort. Et donc, nécessairement, c'est quelque chose qui a été quand même utile dans votre vie, de vivre et de surmonter. Donc ça aussi, c'est une deuxième idée qui peut être assez rassurante et qu'il ne faut pas oublier. Enfin, essayez de vraiment garder en tête que tout ce que vous êtes en train de vivre là, les pensées et les émotions qui vous traversent, elles sont transitoires, elles sont éphémères. Ça peut être facile à dire quand on est dans la souffrance, mais tout ça, ça ne va pas durer, ça va s'estomper avec le temps. Donc, est-ce que vous pouvez vous rappeler des pensées, des émotions que vous aviez quand vous aviez l'âge de 10 ans, par exemple? C'est très très peu probable que vous vous souveniez même de 1% de tout ce que vous avez ressenti pendant que vous aviez 10 ans. Mais là, c'est la même chose. Essayez de vous projeter un petit peu vers l'avenir en disant, mais voilà, dans 5 ou 10 ans, qu'est-ce que je garderai de tout ça? Qu'est-ce qui va rester de tout ça en termes de pensée, en termes de pensée et d'émotions? Mais certainement pas grand-chose. Donc, essayez de retenir un petit peu ces trois idées et c'est quelque chose qui va pouvoir vous faire avancer également. Alors, étape numéro 7, on a beaucoup parlé de ce qui allait mal, de ce qui était douloureux, mais on va aussi parler maintenant de ce qui est positif. Qu'est-ce qui dans votre vie est actuellement positif? Donc dans cette étape numéro 7, je vais vous demander de faire une liste de tout ce qui est positif actuel dans votre vie, que ce soit dans votre travail, dans vos amis, dans vos loisirs, tout ce qui vous semble positif, confortable actuellement dans votre vie. Ça, c'est hyper important à faire pour se remémorer aussi qu'il y a des choses qui sont positives dans votre vie. La deuxième chose, ce sera du coup d'essayer de lister aussi tous les jours, sous forme d'un journal de gratitude, au moins une, deux ou trois choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. D'accord? J'ai de la gratitude par exemple aujourd'hui puisqu'il y a de la climatisation dans mon bureau, alors que dehors il fait très très chaud. Ça peut paraître vraiment bête, mais je vous assure que la gratitude, le fait de générer le sentiment de gratitude, ça va vraiment nous aider à améliorer notre humeur sur le long terme. Enfin, attirez votre attention sur le positif. Quand vous faites quelque chose que vous aimez avec vos amis, quand vous faites un loisir qui vous plaît, quand vous faites une activité culinaire, par exemple à la maison, ou vous mangez quelque chose qui vous plaît, soyez pleinement conscient de ce que vous êtes en train de faire pendant que vous le faites. Soyez vraiment plongé dans le plaisir et dans les sensations positives que cette activité a, et vous allez voir qu'aussi ça va vous permettre de vous ancrer dans un état d'esprit beaucoup plus positif. Donc voilà, étape numéro 7, psychologie positive. On liste les choses positives, on liste un journal de gratitude tous les jours et on se concentre de manière pleinement consciente sur les choses qui sont importantes pour nous, sur les choses qui nous donnent du plaisir. Voilà pour l'étape numéro 7. Alors l'étape numéro 8, elle va concerner l'hygiène de vie. Avoir une bonne hygiène de vie, ça va vous permettre aussi d'avancer beaucoup plus vite dans le processus de reconstruction après une rupture. Et au plus vous allez adopter de bonnes habitudes, au plus vous allez avancer vite dans ce processus de reconstruction. La plupart des gens, moi, me demandent souvent, mais d'où tu trouves toute cette énergie de faire tout ce que tu fais? Parce qu'en effet, donc, je fais du sport assez intensément tous les jours. Je suis psychologue, donc je suis formateur, je voyage de partout en France. Je suis également chanteur et musicien.
et je m'intéresse beaucoup au développement personnel, au bouddhisme, je participe moi-même à des formations. Donc tout ça, ça me demande beaucoup d'énergie, c'est sûr. Cette énergie, elle me vient d'où? Elle vient du fait que j'essaye d'avoir une hygiène de vie qui est assez correcte. Donc, j'ai pas une hygiène de vie parfaite, loin de là, mais si vous faites attention à votre sommeil, à votre alimentation, à l'activité physique, vous allez voir que rapidement, votre vie va devenir de plus en plus riche et en tout cas, votre humeur va monter. C'est vrai que ces trois piliers sont quelque chose qui est vertueux. C'est-à-dire que au plus vous allez améliorer l'un, au plus normalement ça va aussi vous donner envie d'améliorer les autres. Et ne serait-ce que par exemple le sport, quand on dit ah mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas la motivation. Vous savez, il suffit juste de prendre vos chaussures, de mettre une bonne playlist dans vos oreilles et d'aller marcher 20 à 30 minutes tous les jours. C'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tous. On a obligatoirement 20 minutes ou 30 minutes pour aller marcher et vous allez voir que votre niveau d'humeur va considérablement augmenter. Quand on fait du sport, par exemple, on va générer des neurotransmetteurs et des hormones du plaisir. Et donc forcément, ça va changer votre état d'esprit, ça va changer votre humeur. Et donc vous redonner de la motivation peut-être pour mieux manger et ça va vous donner la fatigue nécessaire pour peut-être mieux dormir le soir. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre hygiène de vie et prenez cet épisode de la rupture, cet événement de la rupture comme une façon peut-être de remettre en marche des choses qui étaient peut-être absentes auparavant. Voilà pour l'étape numéro 8. Alors concernant l'étape numéro 9, maintenant on va parler un petit peu de comment faire face aux pensées et aux émotions douloureuses quand la phase très aiguë de souffrance vient de passer. On a parlé tout à l'heure des solutions un peu à court terme pour se soulager, se consoler. Et là maintenant, on va essayer de développer maintenant des outils un peu plus fonctionnels à moyen et long terme pour vous aider. Et donc vous pourrez les réutiliser pour tout un tas d'autres challenges qui peuvent vous arriver dans votre vie. Vous verrez que c'est assez efficace. On va parler de deux processus précisément qui sont issus d'une thérapie qui s'appelle ACT, thérapie ACT, Acceptance and Commitment Therapy, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est quand même assez intéressant. Là, on va extraire de cette thérapie deux processus. Le premier, c'est l'acceptation et le deuxième, c'est la diffusion. L'acceptation, c'est quoi? Vous allez prendre tous les jours 2 ou 3 moments, pas assez bref, vous inquiétez pas, c'est pas de la méditation très longue, mais essayez quand vous avez une émotion douloureuse, déjà essayez de l'identifier. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est de la peur, de l'angoisse, de la tristesse? Donc déjà essayez d'identifier l'émotion elle-même. Essayez de la localiser, est-ce qu'elle se passe dans un ou plusieurs endroits dans votre corps? Donc essayez de préciser où est-ce que ça se passe. Essayez aussi d'attirer votre attention sur la description de l'émotion. Est-ce que c'est une sensation où ça m'enserre, où ça me brûle, où ça me pique? Voilà, c'est ce genre de sensation. Une fois que vous avez bien identifié où est-ce que ça se passe, vous allez inspirer et expirer lentement. Et à chaque inspiration, vous allez imaginer que l'air entre dans l'émotion. C'est imaginaire, bien sûr, hein, c'est pas réel. Et l'idée, c'est pas forcément de faire baisser votre niveau d'émotion, mais c'est simplement d'apprendre à la côtoyer, à faire une colocation avec votre émotion de la manière la plus apaisée possible. Parce que la plupart du temps, quand on a une émotion, on est tout de suite embringué dans des pensées difficiles, douloureuses, et on va ruminer, et on va faire tout un tas d'activités peut-être pour repousser cette émotion, alors qu'en fait, il aurait peut-être fallu juste pendant 2 ou 3 minutes savoir qu'elle était là, pouvoir la cohabiter avec elle, et pouvoir passer à autre chose. Donc ça, c'est pour l'acceptation. La diffusion, ça concerne les pensées. Donc les émotions, c'est ce qu'on ressent. Les pensées, c'est ce qu'on pense. Donc c'est les images ou les phrases qui vont tourner dans notre tête. Les phrases qui peuvent tourner quand on vit une rupture, c'est elle me manque, il m'a fait du mal. Voilà, c'est ce genre de pensées qui peuvent tourner. Et donc, sachez identifier vos pensées. Dès qu'il y a une pensée comme ça qui arrive, essayez de la pointer du doigt en disant « Ah, ça y est, j'ai remarqué que j'avais cette pensée-là ». Essayez de faire en sorte de la photographier, comme si c'était une image qu'on pouvait photographier, puis prendre devant soi. Ah tiens, ça y est, j'ai remarqué que j'avais cette pensée-là. Ça, c'est hyper important de pouvoir aussi se décoller des pensées, pouvoir les identifier. On ne va pas chercher à agir dessus, parce que c'est comme les émotions. Au plus on essaie de repousser les pensées, les émotions, au plus elles vont nous revenir en boomerang plus tard.
Donc, notez la présence de la pensée et après, posez-vous la question, est-ce que c'est utile ou inutile de me concentrer sur cette pensée? Est-ce que cette pensée, elle est vraiment utile pour moi, pour m'aider à avancer dans la vie? La plupart du temps, vous allez dire non. Et du coup, vous allez réorienter votre pensée, votre attention, sur des pensées positives ou sur des activités qui ont du sens pour vous. Donc, essayez de mettre ça en place tout doucement et vous allez voir que ça va vraiment amener un plus dans votre vie quotidienne, surtout après une rupture. Voilà pour l'étape numéro 9. Enfin, l'étape numéro 10, elle est aussi inspirée de cette thérapie ACT. Elle va concerner votre projet de vie. Quel est votre projet de vie? Qui avez-vous envie d'être? Quelle est la personne que vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie de faire et que vous n'avez jamais fait? Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé exprimer comme talent? Quelle activité vous avez jamais faite? Qu'est-ce que vous avez voulu apprendre que vous n'avez jamais pris le temps d'apprendre? Finalement, ça va concerner votre projet de vie dans tous les domaines, dans les loisirs, dans vos amitiés, dans votre travail peut-être. Tout ça, il va falloir le remettre un petit peu à plat pour pouvoir explorer d'autres domaines que la relation amoureuse et puis pour construire une maison. Votre état psychique, c'est comme une maison qui va être fondée sur des fondations assez solides. Si toute votre maison, elle repose sur la seule fondation de la relation amoureuse, elle va être tout le temps fragilisée parce qu'une relation amoureuse, ça peut aller bien comme ça peut aller mal et s'arrêter. Donc à chaque fois, il faudra reconstruire toute la maison ou retrouver un partenaire pour retrouver cet équilibre psychologique. Là, ce qu'il va falloir faire, au contraire, c'est essayer d'avoir un projet de vie qui vous inspire, qui vous donne, qui a du sens pour vous, et dans beaucoup de domaines, dans différents domaines, de sorte que le jour où la relation s'arrête, vous allez souffrir, c'est sûr, mais les autres domaines vont maintenir la maison, les fondations de la maison. Une autre suggestion que je peux vous faire, c'est dans les activités que vous allez choisir, dans votre projet de vie, il est démontré scientifiquement que les activités qui développent l'altruisme amènent du bonheur et une meilleure humeur à très long terme. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir aussi peut-être une activité ponctuelle ou régulière, comme vous voulez, où vous allez aider les autres, vous allez être là pour les autres. Ça peut être simplement aider votre voisine si c'est une personne âgée par exemple, garder les enfants de votre frère ou votre sœur si vous avez l'occasion de le faire, vraiment d'être dans le partage et l'entraide, et pourquoi pas faire du bénévolat dans une association. Voilà. Il y a des tas de gens qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre aide, qui ont besoin de votre tête, de vos bras, donc allez les aider et vous allez voir, vous allez récolter en échange beaucoup d'amour et donc un sentiment de quiétude et d'équilibre qui va être très puissant à long terme. Donc ça, c'est démontré aussi scientifiquement. Donc étape numéro 10, faites un petit peu le point sur votre projet de vie, sur la personne que vous avez envie d'être, sur ce que vous avez envie de faire, et essayez de choisir des activités qui développent l'altruisme. Voilà, donc j'espère que d'une manière ou d'une autre, ces vidéos vous auront aidé. Ces 10 étapes, j'espère qu'elles vous permettront d'accélérer un peu le processus de guérison après une rupture. Donc n'oubliez pas que inévitablement il faut du temps, que ça me prendra un certain temps. Ce n'est pas le fait d'appliquer les 10 étapes qui vont instantanément tout arranger, mais je suis persuadé que ça va quand même vous aider et que ça va accélérer les choses. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce qui a été important pour vous, quelle étape ou quelles étapes vous ont le plus impacté. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et également à ma page Facebook où je vous donnerai des informations sur les prochaines conférences ou formations que je donnerai de partout en France et même en Belgique. Voilà. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.